En fait, tout le monde peut être kanak en Calédonie. Un kanak, c'est pas fait pour nous désigner, nous, les mélanésiens. Nous, on est d'origine mélanésienne, mais un kanak, il peut être bien d'origine bretonne, il peut être d'origine européenne ou d'origine wallisienne. C'est ça, le kanak chez nous, c'est comme on dit que vous, la nationalité française, vous êtes des Français. C'est la kanak, c'est la citoyenneté qui englobe le peuple de Kanaki. C'est ça. Et voilà, pour expliquer ce terme-là, kanak, d'où il vient, c'est à l'époque des missionnaires, quand James Cook il a découvert la Kanaki, il est venu avec deux missionnaires tangiens ou fidjiens, je ne me souviens plus, et il leur a demandé, comme ils savaient bien naviguer dans le Pacifique, ils savaient toutes les îles, ils se naviguaient par les étoiles, il dit comment on appelle ces peuples-là? Ben, eux c'est les Kanaks, c'est en termes hawaïens, c'est comment ils nous désignaient les Hawaïens à l'époque, et d'où on a gardé ce terme-là pour notre pays kanaki, quoi. Et du coup, les accords de Nouméa, qu'est-ce qu'ils prévoyaient? On voyait qu'en 98, on n'était pas du tout prêt par rapport aux... Les 10 ans, ils étaient assez courts, le rééquilibrage, il n'a pas été fait au niveau de la société kanak. Ça veut dire qu'ils prévoyaient un transfert des compétences progressif par l'État, d'ici 10 000... voilà, un compétent par l'État. Sauf pour la défense, la sécurité et la justice, les affaires étrangères et la monnaie. Il prévoit également un référendum sur l'indépendance, le premier référendum entre 2014 et 2018, et instaure une double nationalité, une nationalité française et une nationalité calédonienne. Il faut savoir qu'en Kanaki, si tu n'es pas arrivé avant 98, tu ne peux pas voter chez nous. Tu peux que participer aux européennes et aux législatives. Voilà. Du coup, pour revenir sur l'histoire de la cellule de la CCAT, elle a été créée le 18 novembre. Le 18 novembre, pourquoi le 18 novembre? Ça représente le bris de l'urne des lois Machoro, qui a été fait en 84, c'est ça? En 84. En 84. Contre la loi du statut Ponce. Contre la loi du statut Ponce. Ouais, du statut Lemoine, pardon. Et là, on peut parler réellement du boycott. La différence entre ce qui s'est passé en 84 et nous, pour le dernier référendum en 2021, c'est que nous, on n'a pas participé. Il ne faut pas dire que c'est un boycott kanak. Chez nous, un boycott, c'est quoi? Pour nous, les Kanaks, un boycott, c'est quoi? C'est un bris de l'urne à coup de tamioc, avec les haches traditionnelles. On sort, on fout le feu au bulletin et on bloque toute la Kanaki. C'est ce qui s'est passé pendant les événements de 84 dans les années 80, quoi. Et là c'est juste une non-participation, ça veut dire que nous on n'est pas parti apporter notre voix dans le scrutin, c'est juste non-participation, on ne peut pas parler de boycott, c'est deux choses différentes. Et voilà, cette cellule-là de la CCAT, elle a été créée, c'est cellule de coordination action terrain. Pourquoi elle a été créée? C'est comme je vous expliquais précédemment, nous, on n'a pas appris notre histoire. Il y a plein de jeunes, surtout dans la capitale, qui ne connaissent pas l'histoire de la Kanaki et qui ne savaient pas c'est quoi l'enjeu de cette réforme du non au dégel du corps électoral. Parce que pour nous, on subit ça, c'est une seconde recolonisation. Il faut savoir qu'en Calédonie, on n'est que 300 000 habitants, on n'est que 100 000 à pouvoir voter. Et donc ça veut dire que si on rajoute 25 000 personnes par année, ça veut dire que nous, les Kanaks, on sera noyés encore chez nous, on ne pourra pas prendre nos propres décisions chez nous. Donc c'est ça qui était l'enjeu. Il y a eu 3 marches, 3 mobilisations. La première mobilisation où on a eu 3 000 personnes qui sont mobilisées. Ensuite la seconde, le 28 mars, où il y a eu 15 000 personnes. Et la troisième mobilisation, le 13 avril, où on était entre 50 et 80 000 personnes. Ça représente une personne sur 4 en Kanaki. Une personne sur 4, et ça représente presque la moitié des personnes qui peuvent voter chez nous. Et donc c'est ça. Pour revenir aux révoltes du 13 mai, c'est quoi ces révoltes-là? C'est parce que d'une part, le projet de loi il a continué son chemin, il est passé à l'Assemblée. Tout d'abord, c'était des manifestations pacifiques, et les gendarmes, en fait, on appelle ça le haut-commissaire, c'est lui le représentant de l'État français en Kanaki. Il faut savoir que Emmanuel Macron ne peut pas intervenir directement chez nous en Kanaki. C'est parce que nous, on a un statut spécial, c'est un statut sui generis, ça veut dire qu'on est considéré comme un pays, nous-mêmes, en Kanaki. On est un pays dans la France, quoi, et c'est inscrit dans la Constitution française.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Darmanin et le Auxerre ont ordonné aux forces de l'ordre de réprimander ces personnes-là qui brandissent leur drapeau pacifiquement. Ça a commencé par un tir de flashball où il y a eu 2 personnes à bout portant. Tu sais, chez nous, au Kanaki, ça n'existe pas, le respect. C'est un peu comme à la cow-boy, quoi. Hein. Ça veut dire que, à la cow-boy, ça veut dire que. Moi, je suis issu de quartier populaire aussi. La répression policière, on l'a vu bien amont, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrôle sur le faciès. Tant que tu es Kanak ou un Océanien, tu vas te faire contrôler. S'il y a eu un vol pas loin, ils vont te contrôler d'office. Ça veut dire que les contrôles ne se passent pas en douceur. Ça nous est arrivé de se faire frapper, mais bon, moi j'étais étonné quand je suis arrivé ici en métropole. Il y a eu des camarades, ils se font attraper sévèrement, ils ont des marques, ils vont porter plainte et ils gagnent, alors que nous, c'est toujours tombé sans suite. Donc je dis, putain, c'est quoi, on est des Français de seconde zone? Comment ça se passe chez nous? Mais bon, après, voilà, après c'est devenu quelque chose de normal, alors que c'est pas normal, mais on a vécu avec, on garde toujours notre dignité et on avance. Et c'est pour ça que ça a éclaté ces émeutes-là. Après, c'est les réseaux sociaux. Les gens, ils ont vu qu'il y a commencé à avoir des affrontements sur le rond-point de Montravel, qui est l'une des plus anciennes cités kanak. Et c'est parti de là, ça a mis le feu aux poudres, et voilà. Il ne faut pas dire que c'était une révolte armée. Les armes, à la capitale, les jeunes, ils étaient que équipés de lance-pierres et de cailloux. Voilà, et leur drapeau. Et c'est que dans les provinces, ça veut dire dans le nord et dans les îles, qu'on a des fusils de chasse pour pouvoir aller faire la chasse pour nous nourrir. Et voilà, c'est-à-dire que ces jeunes-là, quand ils sont en face de miliciens armés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur lance-pierre et leur... C'est un peu dérisoire, et ce qu'on dénonce aussi, c'est ce que les médias ont fait passer des émeutes, des images comme quoi on était armés, alors que pas du tout. Les armes, c'est quoi? C'est des lance-pierres avec une machette, mais qu'est-ce qu'on va aller face à un FAMAS en face ou un flashball? Donc voilà, c'est ce qu'on dénonce aussi. Et il y a eu des exactions qui ont été faits aussi par les répressions, ça veut dire qu'on a eu des piquets de grève, des piquets où nos militants... les mamans faisaient la cuisine pour les papas qui étaient sur les barrages. Qu'est-ce qu'ont fait les forces de l'ordre? Ils sont arrivés, ils ont brûlé ces piquets-là, ils ont mis de la mort au rat dans la nourriture. Non. Pour pas qu'on puisse manger. Et il y a eu plusieurs départs de feux de forêt à cause de ça aussi. Voilà, ils ont brûlé des forêts à cause de ça aussi. Donc voilà, et pour revenir à la tribu de Saint-Louis, c'était 30 personnes. Il faut savoir que c'est une tribu qui a été politisé, les jeunes sont politisés comparé au reste de la capitale. Ils sont vraiment investis pour cette lutte-là. Ils ont vu que ce qui s'est passé à Nouméa, nos frères, ils peuvent rien faire. Eux, ils bloquaient les routes, ils étaient bien organisés. Comme ils connaissaient c'est un village. Tu vois, parce que en fait, voilà, pour revenir aussi sur ce terme-là, nous on appelle ça des tribus. Tu vois, en Kanaki. Mais comme ma collègue m'a bien expliqué, un tribu c'est pour les animaux. Mais nous on est devenus... si tu peux revenir sur ça. Pour moi, derrière le terme tribu, il y a vraiment le poids de la colonisation. Et quelque part, on n'est pas des humains quand on dit un tribu. Moi j'entends un tribu de personnes, je pense à des esclaves qui ont été ramassés en guerre ou des choses comme ça. Alors qu'on est des personnes, on a une tribu, enfin on a une culture, on a une identité, on est des humains, donc on vit dans des villages. Voilà pour moi l'utilisation de village au lieu de tribu. Merci pour cette clarification. Du coup, comme elle l'a très bien marqué, lors du début de la colonisation, nous les Kanaks, on était à peu près sur tout le territoire. Mais comme les bagnards, quand ils ont une fois de purgé leur peine, ils devaient redistribuer, ils devaient s'installer en Kanaki. Et ça veut dire qu'ils nous donnaient des terres, et nous on a été poussés dans des réserves. Ça veut dire sur les flancs de montagne, où c'est aride, où on ne peut pas cultiver. Et d'où la révolte du grand chef Ataï, où il arrivait devant la personne le gouverneur à l'époque. Il est venu avec un sac de terre et avec un sac de cailloux. Il a déposé le sac de terre, il a dit « Moi on vous donne ça et voilà ce que nous rendez ». Et Eloi Machoro il disait aussi « Regardez, nous on est parqués comme des animaux dans les montagnes, alors que les bétails vivent mieux que nous on va dans les plaines ». Et donc voilà, du coup, ces réserves-là se sont transformées en tribus à l'heure actuelle, mais à l'époque c'était des réserves, quoi.
Et voilà. Pour revenir à la situation qui a... Après la dissolution de l'Assemblée, la Calédonie est passée en second plan. Les disaient que tout va bien, mais alors que non. Au contraire, la répression policière et judiciaire, elle ne fait que d'augmenter, surtout dans les quartiers populaires. Et notamment sur Saint-Louis aussi. Sur Tchonrou, c'est Saint-Louis, mais du coup, c'est quoi? Les contrôles aux faciès, ça veut dire quand t'étais pas kanak et quand t'étais kanak et océanien, tu te faisais contrôler aux faciès, ça veut dire pour entrer et sortir des quartiers populaires. Alors que dans les quartiers sud, tout se passait bien. Les gens allaient à la plage, ils allaient au bar, ils allaient au restaurant. Et on a eu des témoignages de CRS, parce qu'il y a des collègues, enfin on a des collègues, c'est une connaissance qui connaît la CRS, un CRS qui fait partie de la brigade de CRS 8 qui ont été déployés là-bas. On leur a posé la question, comment ça se fait que vous n'avez pas bloqué, il n'y a pas eu de couvre-feu dans les quartiers sud? Parce que ça n'a pas été dit plus haut, ils n'ont pas reçu l'ordre, ils ont dit que c'est que dans les quartiers populaires. Donc il y a eu qu'on appelle ça, je sais pas le terme, mais il y a eu cette discrimination-là aussi. Après, on dit que c'est les Kanaks qui ont brûlé, mais il y a plusieurs preuves de vidéos qu'on voit les miliciens qui eux-mêmes prennent et les forces de l'ordre qui brûlent les magasins et notamment qui pillent des banques. Et donc ça, c'est en cours de jugement par la cellule juridique du FLN et de la CCAT qui sont en train de faire un gros travail dessus aussi. Parce que ils ont beaucoup pointé le doigt aussi sur ça, que c'est nous encore qui a cassé. Mais quand on regarde bien d'un point de vue extérieur, c'est mon point de vue à moi, pourquoi on va brûler nos magasins à nous dans nos quartiers nord? Ça va servir à quoi? Ouais, parce que là, à l'heure actuelle, nos supermarchés sont tous dans les quartiers sud. Là. Ça veut dire que, est-ce que quand même on est assez bête pour brûler nos infrastructures? C'est chez nous quand même. Soit il y a eu des vols qui a été commis, mais pas pour dégrader, pas brûler et mettre à sac notre économie aussi. Donc voilà. Ensuite, pour Saint-Louis, eux, ils ont subi, comme disait Makala, vraiment un clivage. On dit des checkpoints, ça veut dire que la population à l'intérieur ne pouvait pas sortir. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se déplacer à pied. Même les enfants, pour aller à l'école, se faisaient fouiller le sac à dos. Ça veut dire que c'est quoi l'image qu'on laisse à ces enfants-là? Ça veut dire qu'ils vont grandir, ils vont voir les forces de l'ordre, c'est comme ça qu'après, psychologiquement, c'est assez tendu aussi. Et notamment pour Saint-Louis, ils coupaient l'électricité et ils coupaient le réseau internet pour pas que les vidéos sortent. Et il y avait des snipers pointés tout autour de la tribu qui essayaient de voir les jeunes miliciens pour essayer de... parce qu'il y avait une liste où le Haut-Serre, ça il faut revenir sur les propos de Haut-Serre, Louis Lefranc, lui, il pensait que la Kanaki, c'est comme dans le Nord, comme il a fait, quand il était le préfet de l'Oise, avec les chasseurs et les anti-chasses. Ça veut dire parce qu'en 2017, quand il était préfet dans l'Oise, il a réprimandé ceux qui étaient contre la chasse. Pourquoi? Parce que les chasseurs allaient chasser dans les villages. Et il disait qu'il avait mis une loi comme quoi si le gibier allait dans les villages, ben c'est la gendarmerie qui intervenait pour... qu'on appelle ça, qui intervenait pour tuer ces animaux-là. Et il réprimandait les personnes qui étaient contre la chasse, quoi. Il pensait faire ça en Nouvelle-Calédonie, mais il n'a pas vu qu'il est tombé sur un os. C'est pas les mêmes. Nous, à chaque fois quand il y a eu des conflits, notamment menés par les partis, notamment par nos syndicats et l'USTKE, nos affrontements, comme vous avez pu le voir avec les gilets jaunes ici, les canons à eau là, mobiles, ça fait depuis des années que ça a été utilisé en Kanaki. Et ici, quand il y a eu la révolte des gilets jaunes, c'était aberrant, mais nous, ils font d'abord des tests dans les colonies avant de pouvoir l'appliquer ici. C'est comme couper les réseaux sociaux. C'est une première dans la France, couper les réseaux sociaux pour éviter qu'on diffuse des images à l'extérieur. Donc je pense que ça va être mis dans l'application dans pas longtemps ici aussi. Et donc voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est passé. Après on peut revenir sur plein de choses, notamment sur nos morts. Il y a eu des milices qui ont utilisé des armes russes. Ça veut dire que des balles qui font la taille de ça.
Et notamment les photos que tu regardes des corps, la tête est complètement explosée. Ils ont fait une descente chez ces milices-là, le mec il préparait lui-même ses balles. Il préparait lui-même ses balles, il avait des grenades, il avait... Et voilà, il était équipé le mec. Alors que c'était... Moi j'habitais dans ce quartier-là, je côtoyais ses enfants, mais je savais pas que lui il était comme ça. C'est... Donc... Voilà, c'est la Kanaki, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est malheureusement comme ça, on dit que c'est une banalité, mais voilà, c'est un exemple. Là, la population a pris conscience qu'il fallait filmer, dater et mettre le lieu où s'est passé les exactions. Et ça, c'est tout ce qui on va dire grâce, c'est ce qui s'est passé avec Naël. Ils ont vu que les gens imitaient sur les réseaux sociaux et au moins ça faisait des preuves à l'appui. Et donc voilà, pour revenir après à la situation actuelle en Kanaki, du coup l'économie de la Kanaki est gravement affectée. La destruction d'entreprises, ça représente, déjà il faut revenir que, faut se dire que la Kanaki on n'est que 300 000 habitants. Mais notre PIB est comparable à celle de Paris. Donc c'est ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a trois grandes usines de nickel. Mais ça, je vais revenir sur ça plus en détail par la suite. C'est des choses à changer aussi. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, c'est qu'on a 750 entreprises qui ont été partiellement détruites ou... Voilà, partiellement détruites. 1200 qui ont cessé de fonctionner. Conséquences fiscales et sociales à gagner, ça représente un manque à gagner fiscal entre 12 à 13 millions d'euros. Un manque à gagner social de 63 millions d'euros. Du coup, là, on a des besoins d'urgence. Faut que, pour fonctionner, le gouvernement de la Kanaki, pour fonctionner, là, jusqu'à la fin de l'année, on a besoin d'à peu près 45 millions d'euros pour éviter un effondrement total de notre économie. Mais déjà, pourquoi on est arrivé au 13 mai? Bien avant le 13 mai, il y a eu des inégalités socio-économiques. Ça veut dire que les quartiers populaires qui concentrent une population marginalisée, tandis que les quartiers sud de Nouméa habitent une population plus aisée. Ça veut dire que la personne le plus riche, il y a une différence les personnes riches, ils sont 7 fois plus riches que les personnes les plus pauvres en Calédonie. Il y a déjà eu un écart social. Et quand ils disent, après les accords de Nouméa, qu'il y a eu un rééquilibrage, mais c'est faux. Il n'y a rien eu qui a été fait pour la population kanak. On était toujours marginalisés. Ça veut dire que pourquoi ils nous disent, il y a le projet Cadre Avenir. Cadre Avenir, c'est pour former des cadres calédoniens pour pouvoir revenir chez nous et amener des compétences chez nous. Mais quand tu es kanak et océanien, tu reviens chez toi, tu as des diplômes. Ils préfèrent prendre un Français qui arrive de l'étranger que toi-même dans ton propre pays. Ça veut dire que pour trouver, je connais pas mal de mes cousins ou des connaissances qui sont bien, ils ont des compétences, mais on a du mal à trouver du boulot. C'est pourquoi on veut nous marginaliser de la société et c'est comme ça que ça perdure depuis. Ce qui s'est passé lors du 13 mai, c'est les quartiers populaires, qu'on appelle ça. C'est une... désolé. En fait, c'est surtout la jeunesse du Sud qui en avait marre de la ghettoisation de la province Sud. Pourquoi? C'est parce que la province Sud a une politique, c'est quoi? On va entasser tous les Kanaks, les Océaniens là dans des quartiers comme des comme des animaux. Et on va donner plus de terrain, on va plus développer les quartiers sud avec des super villas et voilà, c'est l'inégalité des chances aussi. Du coup là, pour ce qui a été envisagé, c'est un plan de relance économique où tous les partis politiques sont mis d'accord que l'État français, il faut qu'ils assument leurs responsabilités aussi. C'est parce qu'il y a eu plusieurs mobilisations contre le dégel du corps électoral. Mais l'État français a foncé tête baissée, ils ont fait le passage de force. Et du coup, là, l'économie, il est mise à mal. Pourquoi on a du mal aussi à redémarrer notre économie? C'est parce que les assurances ne veulent pas rembourser les entreprises locales.
Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à couper la poire en deux si c'est des émeutes ou c'est une guerre civile. Et si c'est le cas d'une guerre civile, ils ne remboursent rien. Ils attendent que la France statue sur ces révoltes-là, afin qu'ils puissent pouvoir les rembourser ou non. Donc voilà. Oui, ça je vais revenir après. Là, les conséquences de la chute du gouvernement Barnier au niveau politique, ça entraîne une paralysie du processus de décolonisation prévu par l'accord de Nouméa, en l'absence d'un exécutif pour piloter les discussions. Bien que la mission parlementaire des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat soit en cours, les acteurs locaux ils réclament quand même qu'il y ait une clarification dans les cadres des négociations. Un nouveau gouvernement est nécessaire ou à défaut une intervention d'Emmanuel Macron pour dire ses positions claires pour la Kanaki. Économie, ça veut dire que le plan de relance, la suspension du plan de sauvegarde, de reconstitution et de relance initialement prévu pour le projet de loi de finances 2025 aggrave la crise économique. Ça veut dire que les mesures d'urgence adoptées, ça veut dire une loi de fin de gestion votée juste avant la chute du gouvernement prévoit une aide de 27 milliards de francs CFP pour sauver le RUAM. Ça veut dire que c'est la sécurité sociale pour les patrons, pour payer les allocations chômage, nous on ne fonctionne pas comme vous ici, nous c'est la CAFAT et vous c'est la sécurité sociale, et pour aider les collectivités locales. Et donc voilà, c'est parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu, là à l'heure actuelle, on encourt une grave on est en crise économique et sociale. Ça veut dire que d'ici là, si la France ne fait rien, ben on craint des émeutes de la faim, surtout aux provinces sud. C'est là où la province sud, qui est une province gérée par les loyalistes depuis des années, alors que la province, il faut savoir qu'en Calédonie on a 3 provinces, 2 provinces indépendantistes, c'est-à-dire la province nord et la province des îles, où c'est un peu des communes rurales, où les gens ils peuvent cultiver, vivre de la chasse et de la pêche, ils sont moins impactés qu'en province sud. Ça veut dire que c'est là où l'économie est de la Nouvelle-Calédonie. Les gens ils consomment, ça veut dire que déjà il y a de l'inflation des prix, ils ont plus, il y a une suspension de l'aide médicale qui est un peu de la sécurité sociale en Calédonie par la présidente de la province sud, Sonia Baquès. Pourquoi? C'est en réponse, elle disait que c'est pour punir les personnes qui ont fait les révoltes. Et ça veut dire que ça impacte 26 000 personnes, ça veut dire que le choix il est vite fait. Entre se nourrir et se soigner, les personnes vont préférer nourrir leur famille que de se soigner. Et ça aggrave plus la situation, surtout qu'en Calédonie on a énormément de problèmes de diabète, de dialyse et tout, et les gens ils sont obligés de payer d'eux-mêmes. Ça veut dire que quand ton entreprise a été saccagée, tu touches que le chômage partiel, tu dois payer ton logement, ton loyer avec toutes les factures qui vont avec, il te reste un strict minimum que pour nourrir ta famille. Ça veut dire que tu mets de côté tes soucis de santé, tu prévois subvenir aux besoins de ta famille. Et donc surtout ça, il n'y a personne qui contrôle aussi les prix en Kanaki. Ça veut dire que là, tout le monde met les prix comme ils veulent. Ça veut dire que de base, le riz, il était à 1 euro, là il passe à 5 euros le kilo de riz. Donc l'inflation, elle est énorme. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de relancer notre économie aussi à ce niveau-là. Et donc c'est ça. Et il faut dire un truc aussi, c'est que nous, on veut, on veut une subvention et non un emprunt. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lors du Covid-19, chaque région ici en métropole, chaque département ont obtenu une subvention. Alors que nous, en Kanaki, on a obtenu un prêt pour pouvoir gérer le Covid-19. Mais ça veut dire quoi? Ça revient à ma question du début. Ça veut dire que nous, on est quoi? On est considérés comme des Français de seconde zone. Dans ce cas-là, donnez-nous notre indépendance et on vous embête plus, quoi. Je sais pas. Et donc, pour revenir avec les répressions, il y a eu plus de 2000 arrestations. 2000 à 3000 arrestations. Et à l'heure actuelle, en métropole, enfin en France, il y a 70 prisonniers qui ont été déportés. Dont les 7 de la CCAT, cellule coordination terrain. Et ben, le président du FLNKS,
christianté. Donc voilà, dans l'ARA, moi je gère plus les prisonniers de l'ARA. L'Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire qu'ici on a une dizaine de prisonniers. On a une dizaine de prisonniers dans cette région-là. Notamment, on a qui sont présents dans les prisons de Valence, Étang, Roanne, Villefranche, Saint-Quentin, Hyères-sur-Isère, Moulins-Hyères-sur-Isère. Et voilà, du coup, on aura besoin d'aide là pour... parce qu'on ne peut pas... Notamment, comment on fonctionne, on a toujours une première lettre de contact. Ça veut dire on demande s'ils veulent recevoir des aides, des besoins, qu'est-ce qu'ils ont. Et la plupart, ils disent qu'en fait, leur déportation, ils ont été illégales. Parce que la plupart des prisonniers que nous, on est là, qu'on a eu ici, c'est des prisonniers de droit commun. Ça veut dire quoi? C'est des prisonniers qui étaient déjà emprisonnés avant le 13 mai. Mais, quand il y a eu le passage du dégel du corps électoral, eux, ils ont participé à des mutineries. Ils ont bloqué la prison car ils étaient contre. Ils ont fait une révolution dans la prison. Ils étaient contre, à l'intérieur, ils étaient contre la loi du dégel du corps électoral. Mais du coup, ces personnes-là, ils ont été déportés ici en métropole. Soi-disant, il y a un communiqué de l'État qui disait qu'ils ont signé un papier pour faire des formations ici, alors que non, sur les personnes qui nous ont répondu, du jour au lendemain, ils ont été prévenus pour dire que bon, tu vas partir en France. Et la personne dit non, je veux pas. Mais de toute façon, même si tu as un papier, tu vas être obligé, tu vas partir. C'est pour ça que nous aussi, on essaye de leur venir en aide ici. Et depuis septembre, il y a sur certains prisonniers, la difficulté pour nous, c'est surtout pour la prison de Bourg-en-Bresse, qui est l'une des plus... de Roanne, pardon, excusez-moi, de Roanne, qui est l'une des plus exigeantes. On ne peut même pas faire un dépôt de sac. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un permis de visite pour pouvoir faire un dépôt de sac. C'est-à-dire que les prisonniers, il y a des frères à nous, depuis septembre, ils ont le même t-shirt, le même caleçon et le même pantalon. Ils ont été envoyés sans rien. Et là, ils nous envoient des courriers pour dire que l'hiver, c'est chaud. On est obligé de faire des demandes exceptionnelles pour pouvoir faire des permis de visite. Et c'est pour ça que le processus aussi est long, pour pouvoir leur venir en aide et pour pouvoir les identifier. Et on n'a pas eu de liste claire des déportations. C'est nous-mêmes, c'est Solidarité Kanaki au national, avec le MKF, qui ont fait leur investigation sur ça. Ça veut dire il y a eu une première fuite des listes de déportés qui a été ici en France avec ceux de la CCAT. Et du coup, on a écrit à ces prisonniers-là, on dit, moi, il y a un autre qui vient d'arriver, il y a un autre qui vient d'arriver. À chaque fois, ils donnaient le numéro d'écrit, des coups, et c'est comme ça qu'on a pu constituer notre liste des 70 prisonniers. Donc voilà, il y a un manque de clarté de l'État sur ce niveau-là. Et même leurs familles n'ont pas été prévenues, ils n'ont même pas prévenu leurs familles. Et surtout, nous on dénonce aussi, c'est les conditions de transport, c'est-à-dire qu'ils ont été menottés tout le long. Même par aux toilettes, il y a quelqu'un qui les accompagnait, menotté, il était obligé de faire ses besoins menottés, et voilà, pendant 72 heures. Donc c'est des conditions assez inhumaines, et c'est ce qu'on dénonce à l'heure actuelle aussi. Merci beaucoup à tous. Juste oublier aussi de vous omettre par rapport au village de Saint-Louis, où il y a eu des checkpoints. Il y a eu un communiqué du Haut-Serre qui disait à ces personnes, rendez-vous, soit vous vous rendez, ou soit c'est la mort qui vous attend. Donc voilà. Bien, donc on va passer la parole à la salle. Donc je ne sais pas s'il y a des demandes d'intervention, des questions, des précisions, sachant qu'en fin de séance, on essaiera d'aborder plus précisément effectivement la question de la solidarité effective avec les prisonniers. Et donc, comme le camarade l'a dit, donc, on sait qu'il y a au moins un prisonnier donc, à Valence. C'est la prison la plus proche de nous. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole, poser une question, intervenir. Juste une chose pour clarifier. Non, mais je ne sais pas, vous avez le micro, mais... Les prisonniers dont vous parlez, ils sont en attente de jugement. C'est une détention provisoire ou ils sont condamnés à des peines par des tribunaux, quoi.
Ceux de la CCAT, ils sont en attente de jugement, ils sont juste arrêtés en détention provisoire ici, mais ceux de droit commun, ils ont pris un rallongement de peine par rapport aux mutineries qu'ils ont fait, et parmi ces prisonniers-là, il y a des personnes qui n'ont pas participé aux mutineries, mais qui ont été quand même déportés. Pourquoi ils ont été déportés? Parce que c'est pour libérer les prisons en Kanaki. C'est parce que les conditions de détention des personnes en Kanaki, c'est inimable. Par exemple, une cellule, elle est faite pour 2 personnes, ils sont à 7 à vivre dedans. Donc voilà, et c'est pour libérer, et c'est pour emprisonner les militants qui ont été arrêtés sur les barrages. Donc c'est ça. Ouais. Je veux juste dire que les prisonniers et ceux qui ont été déportés, ils ont été déportés dans des conditions inhumaines, mais aussi sans leur consentement. Voilà, parce qu'on dit souvent, oui, ils ont donné leur autorisation pour être déportés, mais c'est pas le cas. Ouais. Et avec contact avec leur avocat, parce qu'on est en lien avec leur avocat aussi qui fait leur défense, les avocats ils nous disent qu'ils n'ont rien signé de papier et eux-mêmes ils n'ont pas vu passer le papier signé. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont besoin de nourriture ou pas par hasard? Normalement non, mais c'est plus le problème c'est qu'ils ne peuvent pas contacter leur famille au pays. Et surtout quand nous on leur donne avec Solidarité Kanaki 100 € pour leur arrivée et un sac de vêtements. Mais le souci c'est qu'avec 100 € quand ils passent, c'est des appels ils peuvent que parler que 10 minutes parce que c'est surtaxé pour appeler en Kanaki. Et donc c'est pour ça, ils ne peuvent pas communiquer avec leur famille et surtout ça qu'ils ont besoin quoi. C'est surtout une aide, voilà, de soutien à ce niveau-là. Vous êtes en lien avec leurs avocats, mais j'imagine que leurs avocats sont en Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce que du coup, vous essayez de créer un réseau d'avocats ici j'imagine qu'en plus, d'un point de vue purement juridique, il y a une espèce de jeu qui se fait entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie pour essayer de les défendre? Normalement, oui. Il y a eu, nous ici, avec Solidarité Kanaki, on a des avocats qui travaillent avec nous gratuitement, qui sont prêts à défendre nos frères ici, et notamment pour faire des appels et pour dénoncer tout ça. Et il y a aussi Feu, Monsieur Devers aussi, qui travaille avec nous, notamment, qui a été connu pour la cause de la Palestine. C'est grâce à lui que Netanyahou a pu être condamné. Et voilà, c'est lui aussi qui a inscrit au droit international l'indépendance de la Kanaki. Et voilà, donc on était en hommage à Lyon pour son décès. Oui, moi je voulais revenir un peu sur l'économie en Nouvelle-Calédonie. Comment ça se passe? Moi je connais plus les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, et c'est vrai qu'il y a des grands groupes qui tiennent les stations-service, les supermarchés, et je voulais savoir comment ça se répartissait au niveau du travail en Kanaki. Il y a M. Ayotte qui est chez nous aussi. Non, après, faut pas se leurrer. Hein. En Kanaki, c'est les grandes familles collantes. Ça veut dire que c'est les Lafleur. Il y a le groupe Baland aussi qui est aussi présent en Kanaki. Et le groupe Ayotte aussi. Au niveau d'économie en Kanaki, c'est une économie de comptoir. Il faut savoir que on a 3 grandes usines de nickel, mais on a le même taux de fonctionnement que Tahiti, alors que Tahiti n'a rien avec le tourisme, c'est-à-dire qu'il faut revoir tout ça. Ça veut dire qu'on est le seul pays qui ne taxe pas notre exportation de nickel. Ça veut dire que le gouvernement ne gagne rien. Et les grands mineurs tels que Eramet ne payent pas d'impôts en Kanaki. Et à chaque fois, ils répètent que ça fait 120 ans qu'ils sont endettés avec la Kanaki, mais pourquoi vous restez là alors? Et quoi que vous gagnez derrière? Et après ça, c'est les grands mineurs. Après, il y a les petits mineurs où eux, ils exportent à l'état brut le minerai en dehors de la Kanaki. Mais même ça, c'est pas taxé. C'est pas taxé, c'est-à-dire que là, même déjà, il faut le dire, que notre système qui a été mis en place, notre système sociétal, il faut le repenser. Pourquoi il faut le repenser? Ça veut dire qu'on est arrivé à bout. C'est-à-dire que notre caisse de sécurité sociale, comment ça se fait qu'on n'a pas de fonds comme ça sur le côté? C'est-à-dire qu'il y a énormément d'évasion fiscale. Et pourquoi les loyalistes veulent qu'on reste dans la France? Parce que c'est à cause d'eux qui ont privilégié les investisseurs extérieurs à leur propre profit. Et c'est eux qui ont peur, c'est parce que avec les subventions que la France nous donne chaque année, eux ils se mettent plein les poches aussi.
Et donc c'est ça aussi qui est. Après sur les deux grandes usines en Kanaki, il y a une usine qui est indépendantiste. Mais bon, à la base des accords, il n'y avait que la SLN, qui est l'usine de la capitale, et l'usine de la province Nord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait la province Sud? C'est ils ont créé une autre usine. Ça veut dire que le rôle de rééquilibrage, il n'est pas fait. Ça veut dire que les gens ils vont en province Sud pour aller travailler dans les mines, enfin dans nos usines du Sud. Donc c'est ça, c'est-à-dire que le problème de rééquilibrage, il n'est pas là. Et là, ce qui nous pend en nez, c'est qu'on sent que... Ça, c'est à mon propre avis. Hein, on sent que Macron, il veut faire passer... Qu'elle appelle ça? C'est la loi... Désolé, j'ai un trou. En gros, il veut... comme en 2030, il veut réindustrialiser le Hauts-de-France avec les gigafactories. En gros, il veut que notre minerai à nous, il soit exporté brut là-bas. En gros, il veut faire comme il veut que qu'on appelle ça nos sites miniers appartiennent à la France pour qu'ils puissent faire des emprunts à l'Union européenne pour dire en gage que voilà quoi, si on n'arrive pas à rembourser, ben, vous avez les mines. Il faut savoir qu'on a 25% des richesses mondiales de nickel en Kanaki, et sans compter le cobalt qu'on n'exploite pas encore à l'heure actuelle. Et donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a toujours un enjeu territorial? On parlait des mines, par exemple. La propriété de la terre, est-ce que c'est toujours un enjeu? Est-ce que le grignotage continue, de la colonisation? Ben, par rapport à ça, en fait, faut pas se leurrer. Les mines, ils appartiennent aux coutumiers kanaks. Mais faut pas se leurrer. Les coutumiers se font acheter. Si on te demande d'exploiter, on te donne 2 millions d'euros, bon, on va dire vas-y. Mais après, c'est pas redistribué à la collectivité. Ça fait combien de temps qu'Eramet et en Kanaki, notamment sur la mine de Thio, et ils promettent des développements pour le village? Mais il n'y a rien qui a été fait depuis tant d'années. Et là, la mine, elle arrive en pleine d'exploitation. Qu'est-ce qu'on retire? Il n'y a rien, il n'y a même pas d'infrastructure, il n'y a même pas de lycée ou de bonne infrastructure pour les enfants là-bas. Donc c'est toujours un enjeu, mais après, il faut qu'on soit plus malin aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on exploite intelligemment et il faut qu'on reboise derrière. Parce que là, on voit qu'avec l'exploitation minière à l'heure actuelle, qui est l'exploitation des mines à ciel ouvert, quand il y a des grosses pluies et tout, ben, il y a énormément d'éboulements. Et il y a, notamment dans la région de Wailo, il y a eu des villages qui ont été ensevelis sur des coulées de boue. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie. Après, pour moi, ça c'est mon avis à moi personnel, la doctrine nickel, c'est une doctrine qui ne marche plus. C'est pourquoi d'une? Parce qu'on n'est pas concurrent. Soit on est 3e exportateur de minerais mondial, mais on ne peut pas concurrencer l'Indonésie, ou eux qui volent leurs minerais, alors on leur propose des Nouvelle-Guinée, et qui arrivent à produire à bas coût. Donc il faut repenser cette économie-là, il faut repenser comment on peut... parce que nous on produit du ferro-nickel, mais là le ferro-nickel c'est dépassé à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concurrencer de grandes gigafactories comme ça. Il faut essayer de... Soit, je sais pas, pour moi peut-être faire dans le médical ou dans l'aérospatial, ça veut dire être pointilleux sur nos productions à nous. De toute façon, l'économie calédonienne, il faut qu'à l'époque, avant l'indépendance de l'Algérie, on était totalement autosuffisant, on exportait énormément. Mais depuis qu'il y a eu la perte de la colonie française de l'Algérie, ils nous ont mis des restrictions comme quoi pour que nous on dépende ils ont mis des lois pour qu'on dépende de l'import. C'est-à-dire que là, la Kanaki, à l'heure actuelle, on n'est pas autosuffisant, on dépend énormément de l'import. Et ça veut dire que nos agriculteurs locaux, le problème c'est qu'ils se basent sur les prix de l'import. C'est pour ça qu'il y a eu une grande inflation. Après, il faut savoir que les salaires en Nouvelle-Calédonie, elles suivent le cours de la vie aussi. Pourquoi on dit que c'est un Eldorado là-bas? C'est parce qu'un exemple, un professeur ici, il touche 3 fois plus son salaire ici qu'en Kanaki. Enfin, ici 3 fois moins qu'en Kanaki. C'est l'inverse. Et une heure sup, c'est à peu près 50 000 francs, ça fait... Ouais, 500 €, une heure sup. Non. Si, 50 000 francs. J'ai des collègues qui sont profs, notamment dans le lycée privé en pâtisserie, et c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est 50 000 francs l'heure sup.